Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Bienvenue, c'est Quelle comédie, le podcast qui, chaque semaine, jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française. Cette semaine, justement, il est question de deux pièces rares qui sont comme des flashs sur des tranches de vie mystérieuses, deux plans séquences. Le 29 janvier aura lieu la première d'une nouvelle production au Théâtre du Vieux-Colombier à Paris, L'intruse et les aveugles, deux pièces de jeunesse de Maeterlinck, mise en scène et scénographiée par Tommy Miliot. Alors, faisons les présentations. Maurice Maeterlinck, auteur de Péléas et Mélisande, de L'Oiseau bleu, de La vie des abeilles ou encore du Trésor des humbles, est le seul Belge à avoir reçu à ce jour le prix Nobel de littérature. C'était en 1911. Maeterlinck, très marqué par le romantisme, par la mystique rhénane aussi, et le fer de lance du symbolisme. Son œuvre est saluée par les plus grands. Son œuvre a marqué aussi des auteurs majeurs, de Pessoa à Musil, en passant par Breton, Gracq, et même Rilke, qui écrivait « Je ne connais aucune œuvre dans laquelle soit enfermé autant de silence, de solitude et de paix. » Respect. L'intruse et les aveugles, deux pièces de jeunesse, je le disais, intégrées plus tard par l'auteur à sa petite trilogie de la mort avec les 7 princesses, de mini-pièces un peu comme des haïkus avec ce qu'il faut juste de poésie et de mystère. La cécité est au cœur de ces drames, ce qui nous fait penser à nous, d'ailleurs, public, qu'on est un petit peu comme les prisonniers de la caverne de Platon. On voit des ombres et puis on pense que c'est la vraie vie. Alors, il me reste à vous présenter, vous, les deux invités du jour, Bakary Sangaré. Bonjour. Bonjour. Sociétaire depuis 2013. Dans L'intruse, vous êtes l'aïeul et dans Les aveugles, vous êtes le plus vieil aveugle. Deux rôles qui font peut-être de vous le plus clairvoyant de tous. Et Tommy Miliot, bonjour. Bonjour. Après Massacre de Louisa Quenillet en 2020 pour le studio, eh bien vous proposez ce diptyque. Vous êtes depuis un an maintenant le directeur du Nouveau Théâtre de Besançon, Centre dramatique national. Vous êtes ici metteur en scène et scénographe de ce diptyque. Alors, j'ai dit 3 mots de présentation sur l'auteur et sur les œuvres afin, je l'espère, d'aiguiser la curiosité de nos auditeurs. Mais maintenant, grâce à vous, eh bien, poussons plus avant. Le symbolisme de Maeterlinck est par définition une sorte d'entorse aux images et à la clarté. Est-ce que vous diriez que dans son théâtre, le texte dit quelque chose, le corps dit autre chose et l'espace dit encore autre chose ? Il est certain que chez Maeterlinck, comme vous l'avez présenté, il y a cette part de mystère et d'énigme qui a fasciné, qui continue de fasciner et qui, c'est vrai, me fascine. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de le proposer ici aux membres de la troupe. Et il y a plusieurs endroits de lecture. Après, est-ce que c'est une séparation entre le corps, le texte et l'espace ? J'en suis pas certain. Je n'ai pas encore la réponse. On est en plein chantier, comme vous le savez, et c'est ce qui est passionnant. Ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs endroits de lecture de son œuvre qui vont être à la fois la situation, bien sûr, et vous en avez parlé avec l'aïeul et le plus vieil aveugle, et puis les endroits où se situe l'action, parce que chez Maeterlinck, cette situation a une place prédominante. D'abord par le fait qu'il écrit des pièces avec un extérieur très important, souvent, et quelque chose d'invisible de manière prégnante dans son œuvre. Et c'est très présent, c'est vrai, dans ces 2 pièces qui sont L'intruse et les aveugles, qui ont vraiment constitué pour lui d'abord une amorce importante de cette petite trilogie de la mort, puisqu'il les a écrites pratiquement en même temps, ou l'une à la suite de l'autre, puis il les a fait éditer ensemble sous un même recueil dans une revue sous le titre vraiment Les aveugles. Donc c'est vraiment cette métaphore de la cécité et les lieux où il les a mis en place qui je crois était importante pour lui, et c'est pour ça que j'ai choisi de les présenter dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est-à-dire l'une puis l'autre, oui. Comme un écho, comme un miroir, vous diriez ? Exactement. Après, chacun fera son chemin. Je pense que chaque spectateur
spectatrice y verra ce qu'il souhaite y voir. Et c'est ça la force de l'œuvre de Maeterlinck, puisqu'il y a une projection très importante. Et les présenter de cette façon, c'est une façon effectivement de pouvoir les mettre en regard et les mettre en miroir et de les mettre en complémentarité, comme l'auteur l'a souhaité en son temps, à la fois dans une œuvre écrite, qui aujourd'hui est une œuvre vraiment théâtrale, qu'on va pouvoir découvrir très prochainement, puisque ce théâtre est vraiment un théâtre qui est là pour être incarné. Ah oui, qui est un théâtre magnifique. Alors c'est vrai qu'on connaît souvent, peut-être davantage d'autres œuvres. Je pense notamment évidemment à Péléas, mais parce que c'est une œuvre aussi qui a séduit beaucoup de compositeurs, Debussy évidemment, mais Fauré, Sibelius, Schoenberg. Et c'est drôle parce que je me disais qu'il y avait vraiment des parentés, il y avait déjà plein de choses qui sont là en germe, parce que aussi cette attention à la féminité, au mystère, à cette jeune aveugle, par exemple, qui est comme noyée déjà sous sa chevelure. Et puis, le mystère du royaume, c'est un peu comme le royaume d'Allemande, c'est-à-dire qu'on est perdu, on laisse planer des choses. Se pose donc évidemment la question de la représentation. Il y a un vertige particulier à représenter ce théâtre. À le représenter, sans doute. En tout cas, ce qui m'importe, c'est que le vertige, ce qu'on essaie de faire, le travail qu'on est en train de faire avec les acteurs et les actrices, les interprètes, c'est que le vertige puisse être présent dans la salle, puisque c'est ça qui importe au théâtre. Et le spectacle pourra exister que quand il y aura ces personnes dans la salle. Et c'est là que le vertige, j'espère, je le souhaite, existera. Après, Maeterlinck nous montre le chemin. Moi, je travaille depuis plusieurs années sur des auteurs, des autrices contemporaines. J'ai aussi monté Médée de Sénèque, donc j'ai fait déjà une incursion dans le répertoire, on va dire. Ce qui m'importe dans ces auteurs, et notamment chez Maeterlinck, c'est la puissance de la littérature et la puissance des mots, la puissance de l'imaginaire à travers la parole, on va dire. Et le silence, parce que le silence chez Maeterlinck, il est écrit. Et ce silence, effectivement, nous essayons de l'accueillir. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est exactement notre endroit de travail actuel et qu'on va continuer à faire cet après-midi. Et je dirais que chez Maeterlinck, ce vertige, il est présent vraiment dans l'écriture grâce à un stratagème littéraire, on va dire, où il ponctue son écriture de trous et donc de points de suspension. Et ces points de suspension, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de traiter et qui, je pense, est la clé du vertige. Bakary, comment est-ce que justement vous travaillez ce vertige-là, cette suspension, quel est ce processus créatif à l'œuvre en ce moment de la répétition? Vous qui avez deux rôles, je le disais, qui sont vraiment des rôles très importants, qui sont les vecteurs, peut-être aussi de nous faire comprendre le drame qui se profile. Oui, sur justement ce silence, ce mot, ce corps, comment incarner ça? Bon, c'est vraiment le corps et l'esprit. Alors le corps est au service évidemment de l'esprit, c'est donc son véhicule. Et voilà, le travail, c'est un travail vraiment presque de fourmi, je dirais. C'est-à-dire que les ponctuations, les 3 points, il y en a qui ne sont pas suspendus, il y en a qui continuent, et il y en a et la respiration, il y a les points-virgules, il y a une puissance du verbe qui est assez extraordinaire, je dirais presque biblique même, parce que c'est vraiment, tout est basé là-dessus. Voilà, c'est le verbe qui déclenche tout, qui a il faut presque, j'ai l'impression même le travail cette littérature, on la pratique. Presque, on croit l'avoir appris, mais en fait, c'est plus en pratiquant qu'on se rend compte qu'on peut l'ingurgiter, qu'on peut, comment dirais-je, le rendre après. Et tant qu'on n'a pas ce travail de traverser et de l'avoir expérimenté, comme si on expérimentait chaque mot, eh bien, il y a quelque chose pour moi qui se fait pas.
Et donc les silences, ils viennent de là, ils viennent de cette pratique, comme si c'était une quête. Et cette quête-là, tant qu'elle n'est pas là, même dans... Et donc ça mobilise aussi, comment dirais-je, ça mobilise la concentration. Il faut qu'on soit complètement ensemble comme un cœur avec tout le monde et qu'on écoute et qu'on... Voilà. Parce que sans ça et sans même ce silence autour, je dirais, c'est compliqué à rendre. Ouais. Mais une fois qu'on a ces éléments-là qui sont réunis, eh bien, la traversée est possible. Mais il faut vraiment... c'est comme si on était dans une pratique et pas simplement dans poser les mots sur un truc, quoi. C'est-à-dire vraiment, on est avec les mots, on est derrière les mots, voilà. C'est comme une matière, en fait. C'est comme d'aller à l'intérieur d'une matière et d'accepter de se laisser surprendre par cette matière. Absolument. C'est vraiment... Il faut aller à la moelle, à la substance. Et donc ça, c'est un travail vraiment d'haleine, de fourmi, de pratique. Oui, parce que le travail qu'on fait là avec Bakary et tous les membres de la troupe, c'est exactement ce que dit Bakary, c'est-à-dire qu'il faut traverser pour essayer de ressentir cette écriture et être dans son souffle, être dans sa respiration et en toute humilité du coup. Et le texte, les mots de Maeterlinck sont vraiment l'élément essentiel et central du spectacle que nous faisons ensemble. Parce qu'on parle beaucoup quand même du drame, de l'immobilité, on parle de théâtre statique. Et c'est-à-dire que ce sont donc les mots, le verbe, mais aussi bien sûr la lumière, qui vont être la vibration de ce théâtre statique. Oui, exactement. En fait, disons qu'il a écrit ces deux drames comme c'était assez révolutionnaire puisque c'est des drames où l'action est inexistante. Il n'y a pas d'action. Or au théâtre, le moteur est souvent l'action. Donc là, on cherche à travailler une certaine forme d'immobilité, mais d'immobilité dans l'attente, puisque ce sont des drames de l'attente. Dans les deux pièces, ils attendent quelque chose. Et cette immobilité n'est pas éteinte. Cette immobilité, elle est active et elle passe par le corps, évidemment. Elle passe en partie par les partenaires de jeu que peuvent être la lumière et le son, mais elle passe aussi et surtout par le verbe. Alors vous dites, c'est vrai, il n'y a pas d'action, pour autant, il y a beaucoup de mystères, et c'est un théâtre de situation. On est quand même vraiment dans une situation qui est très claire. Je parlais au départ comme d'une sorte de flash, quoi. On met un coup de flash sur un moment, peut-être pour ceux qui nous écoutent quand même, donner quelques clés sur les deux intrigues. Alors je me tourne vers vous, Bakary. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit pitch, comme on dit en joli français, de l'intruse et des aveugles, pour qu'on se représente un peu qu'est-ce que c'est que cette attente, ce côté un peu thriller, même si jamais c'est une reconstruction a posteriori, mais il y a de ça. Oui, dans les aveugles, à un moment donné, le vieil aveugle dit nous vivons ensemble, nous sommes toujours ensemble. Nous pouvons nous toucher des deux mains, mais les yeux en savent plus que les mains. Donc ça veut dire que n'attendons pas toujours d'avoir des drames pour savourer la vie. Voilà, donc il y a plein de moments comme ça, et c'est celui-là qui me vient tout de suite comme un flash. Et donc c'est aussi des quêtes, comment dirais-je, de sagesse. Et d'ailleurs, ce vieil aveugle m'a l'air très sage. Oui, effectivement. Oui, parce qu'il y a des situations, comme vous le disiez, il y a des situations très claires, mais c'est des pièces symbolistes et donc elles sont des métaphores. Et elles racontent des métaphores, des paraboles de notre condition humaine et peut-être de notre incapacité à voir certaines choses ou à se rendre aveugle par nous-mêmes. Et je crois que c'est une réalité de la nature humaine, en partie. Et c'est ça qu'il nous raconte. Mais pour cela, il part de situations pour faire de la théâtralité. Et la situation dans Les Aveugles, c'est que les aveugles sont dans une forêt où ils attendent leur guide, leur prêtre. Le prêtre qui est l'aumônier de l'hospice et qui est censé leur permettre de se promener dans cette forêt. Or, ce prêtre est parti pour faire quelque chose et il ne revient pas. Il s'avère qu'il est mort. Et ce prêtre mort ne pourra donc plus les reconduire. Donc ce qui leur donnait du sens pour
refiler la métaphore, a disparu. Et donc, ils sont perdus. Et dans l'intruse, c'est une autre situation. On est dans une antichambre entre deux pièces de vie qui sont d'un côté un enfant qui vient de naître et de l'autre la maman de cet enfant qui est souffrante suite à cet accouchement. Et au milieu de ces deux chambres, nous assistons à l'attente de la famille pour savoir si cette femme va pouvoir aller mieux, cette mère. Et donc, c'est une sorte de veillée. Et dans cette veillée, eh bien, il y a beaucoup d'attentes et de mystères. Et je vous invite à venir découvrir ce mystère. Évidemment, on ne va pas dévoiler ce mystère. Ce qu'on sent très bien, rien qu'avec ces quelques mots, c'est ces lieux quand même un peu sombres, une forêt, une veillée. Voilà, il n'y a rien de cru. Et ce qui est très important aussi, évidemment, vous l'avez évoqué avec le silence, mais c'est aussi tous les sons. Parce qu'il y a le silence des mots, mais il y a le son de l'espace, le son qui les entoure, qui est un personnage à part entière, véritablement. Oui, le son a une dimension très importante dans les deux pièces, mais je dirais que c'est au même titre, comme vous le dites, que le silence, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute de quelque chose, à l'affût de quelque chose. Parce que même si ce sont des pièces qui sont dénouées d'action, c'est-à-dire c'est pas un théâtre, c'est un théâtre statique, ce sont des drames statiques, il faut créer la théâtralité grâce au son, puisque le son crée l'attente et aussi la projection et le hors-champ. Peur. On a peur. Mais bien sûr qu'il y a de la peur, puisque la mort est quelque chose qui nous fait chacun et chacune peur. Et c'est ça qu'il raconte. Et on essaie de remplir nos vies de quelque chose pour pouvoir oublier cette dimension-là. Et c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait légitime. Mais c'est ça qui est raconté. Et la métaphore, encore une fois, est celle de la cécité. Donc il disait, Bacary, ce moment de prose dans Les Aveugles, mais ils sont forcément à l'affût aussi des sons. Et je me disais aussi, pour que ce dialogue d'aveugle ne soit pas un dialogue de sourd, je veux dire, il faut s'écouter tout particulièrement quand on ne se voit pas, pour ne pas parler ensemble, pour trouver la juste mesure. Donc là aussi, c'est le texte, cette ponctuation par laquelle vous avez commencé le travail, vous êtes en plein dedans, c'est ça le secret aussi, c'est l'écoute finalement. Mais oui, c'est l'écoute, c'est certain, puisque tout le monde est interdépendant des uns des autres, mais c'est toujours vrai au théâtre. Là, ça l'est peut-être davantage, mais c'est toujours ça. Et ce travail de fourmi, comme le dit Bacary, est intéressant parce que je ne souhaite pas trahir l'œuvre. Et pour ne pas trahir l'œuvre, il faut trouver le ton juste. Et c'est ça que... Pour le ton juste, pourquoi ? Pour rendre justice au texte. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Et donc, c'est Maeterlinck qui nous montre le chemin. Il nous montre le chemin grâce à la structure même dramaturgique de la pièce. Et c'est ça qu'on travaille. Donc, je demande aux acteurs et aux actrices d'être le plus possible à l'intérieur de l'écriture, d'être l'acteur écrivant presque cette chose-là, et de laisser émerger peut-être ensuite le tragique. Mais ça passe par ce moment de discipline sur l'écriture, c'est certain. Une forme de neutralité, quasiment. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais de se départir de ce que peut-être l'émotion voudrait ajouter d'emblée pour commencer à la moelle, comme disait Bacary. Je ne dirais pas la neutralité, parce que je pense que la neutralité n'existe pas, c'est impossible. Parce que je dirais que plutôt que la neutralité, ce qui va m'intéresser, c'est d'être au plus proche du sens pour ensuite en délivrer quelque chose, mais pas la neutralité. Je ne parle jamais de neutralité, je pense que j'ai absolument jamais utilisé ce mot en répétition, mais plutôt de laisser... Spontanéité. Oui, la spontanéité, plutôt que la neutralité. Rien à voir. Non, la disponibilité, l'écoute, parce que sinon la neutralité, ce serait produire quelque chose sur le texte. Et je ne pense pas que nous puissions produire quelque chose sur cette écriture au stade de travail où l'on est, puisque produire quelque chose, ça voudrait dire venir plaquer quelque chose. Et donc, ça fermerait le sens. Donc, ce qu'on travaille, c'est de ne chercher à rien produire, ce qui est, pour répondre à votre première question, extrêmement vertigineux.
Le public est évidemment essentiel, vous l'avez un peu dit au début, vous attendiez d'avoir ce public parce que le public est ici véritablement le témoin de l'action, notamment dans les aveugles. Le public voit ce que les aveugles ne voient pas. Évidemment. D'emblée. Le public voit ce que les aveugles ne voient pas, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de théâtre sans public. Donc de toute façon, bien sûr qu'on se prépare et on fait tout ça pour le public, pour raconter une histoire, parce que ça n'en reste pas moins 2 histoires. Et le public va venir terminer ce spectacle, puisque ça va être lui qui va être le témoin de cette chose-là, c'est certain. C'est vous qui signez la scénographie également de ce spectacle, comme c'est votre habitude. Je crois que pour représenter ce monde, il y a un scénographe contemporain de Maeterlinck qui vous a aussi beaucoup inspiré. Et puis, je pensais à toute une iconographie. Ça peut faire penser aussi à l'univers de Fuseli, même si lui, directement part du tableau de Bruegel pour les aveugles. Hein, mais il y en a d'autres qui viennent à l'esprit, des Odilon de Redon, des Fuseli, ou bien, je ne sais pas, aussi cette espèce de série d'Arnold Böcklin, L'île des morts. On voit comme ça. C'est certain. Voilà. Et ce scénographe, donc, qui s'appelle Adolphe Appia, qui, je crois, aussi a compté. A influencé, oui. Après, c'est encore une fois, on n'est jamais vraiment neutre. Donc, en fait, on s'influence à la fois de nos contemporains et puis de choses plus passées, puis d'iconographie. Donc, quand je cherche à travailler l'espace de représentation possible, on se nourrit dramaturgiquement de choses et parfois même de manière inconsciente en regardant certains tableaux, etc. Et puis, en trouvant l'espace possible pour raconter ces 2 histoires. Il est certain que Appia, ce que j'ai pu découvrir de son travail à travers l'iconographie a influencé en partie cette scénographie, notamment par le fait qu'il a théorisé, on va dire, le fait que peut-être qu'au théâtre, finalement, l'ombre crée plus de lumière que l'inverse, et je trouvais ça assez juste par rapport à ce que nous raconte Maeterlinck, et puis aussi pour son travail de profondeur, de champ, dans son travail scénographique architectural, et puis des iconographies, de la peinture flamande, évidemment, très fortement, et puis aussi ce tableau des aveugles de Bruegel. Oui, c'est certain que je pense qu'il y a quelque chose peut-être qui est raconté dans l'espace des aveugles, et quand on voit tous ces petits aveugles se tenir par l'épaule dans ce tableau avec devant eux un trou, sans savoir qu'il y a un trou, c'est quand même terrifiant. Ouais, mais ça raconte quelque chose d'important, je crois. Il faut regarder ce trou. Il faut faire face, et ça, vous vous adressez à tous ceux qui nous écoutent, c'est oui. Ça. J'ai bien compris. Quand on parle de l'ombre, l'ombre, c'est le temps aussi, forcément. L'ombre, ce sont les heures. Quand il y a une ombre, c'est qu'il y a un temps, et le temps est quelque chose d'assez suspendu, finalement, dans ces... On en parle, on se demande quelle heure il est, s'il fait jour, s'il fait nuit, et ces espèces de lieux légendaires aussi, comme une île, comme une forêt, où le temps semble arrêté depuis longtemps. Oui, parce que évidemment, il se joue du temps. Comme un grand auteur, c'est-à-dire qu'il nous fait perdre nos repères. Et ça c'est très important dans la dramaturgie des 2 pièces. Et le temps est très présent, il sonne, vous verrez. Il est vraiment, vraiment, vraiment là. Et puis il y a cette dimension, encore une fois, de jour, de nuit, de ne pas savoir, de mystère, de perte de repères, qui crée en fait de la vibration à l'intérieur de ces 2 pièces. Et le temps y est extrêmement important. Oui, c'est l'invisible aussi, l'imperceptible. Et puis, si jamais on regarde aussi ce qui peut contraster, donner du relief à l'œuvre, il y a aussi cette idée de dedans, de dehors, de dedans avec un fort hors-champ, ça c'est l'intruse. Et puis, de dehors qui finalement est un intérieur clos, d'une certaine façon, qui serait du côté des aveugles. Oui, oui. Oui, mais tout ça est lié en fait. Et c'est vrai que cette notion du temps, pour revenir un peu là-dessus, est importante pour Maeterlinck, puisqu'en fait, il nous raconte que l'homme est face qu'à une seule connaissance, qui est celle de ne pas savoir.
de ne pas savoir ce qui va advenir et donc de notre finitude et notre finalité. Et évidemment, le temps qui passe nous ramène de plus en plus vers cette chose-là, évidemment. Donc c'est cette notion du temps qui est importante chez Maeterlinck. Et puis ensuite, évidemment, vous parliez de Platon et de la représentation des ombres et que c'est une fausse réalité et évidemment, il s'est servi de cette chose-là, de cette allégorie pour écrire ces 2 pièces. Et puis, chez Maeterlinck, il y a une notion très importante du hors-champ. Et parce que le hors-champ, évidemment, c'est l'invisible et donc c'est la projection et donc c'est une forme de théâtralité. Donc ça, il le travaille très fort dans l'Intruse et dans beaucoup de ses pièces, notamment intérieures aussi également. Et il travaille le lieu clos. Puisque en fait dans l'Intruse on est dans un lieu clos, alors que dans les aveugles il n'y aura pas d'hors-champ possible puisque les aveugles sont tous présents sur scène et ils ne voient pas ce qu'il y a autour d'eux et donc le hors-champ est impossible. Mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure du travail qu'ils sont également dans un lieu clos et que c'est également un huis clos puisqu'une île est par définition un lieu entouré d'eau et donc isolé. Bakary, vous qui avez interprété tellement d'auteurs déjà, cette langue de Maeterlinck, il y a un plaisir particulier. Vous êtes en plein dans le travail, vous nous le disiez, mais justement sur ce qu'on peut y mettre. En fait, le plaisir de ça, c'est que on a l'impression qu'il ramène tout à l'essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel, presque me semble-t-il, du théâtre, tous les éléments sont là dans l'écriture. Et ça, c'est assez extraordinaire, je trouve. Parce qu'il n'y a pas d'apport. Tout est là. Même les éléments sont là. L'eau, le feu, tout est là. Et on parle de est-ce qu'il y a l'heure, c'est le temps, c'est le soleil, c'est les astres, c'est les oiseaux qui passent, c'est les feuilles mortes, on questionne aussi les éléments, la nature. Et donc c'est un théâtre qui est vraiment presque suffisant, une écriture suffisante même, du théâtre dans le théâtre, quoi. Et comme vous le disiez, Tommy, qui nous force à affronter en face la grande question. Pourquoi continuer ? Pourquoi se battre ? Pourquoi sommes-nous là ? Qu'allons-nous devenir ? Tout ça, c'est quand même aussi des questions que le public va se retrouver à se poser. Donc, à découvrir à partir du 29 janvier jusqu'au 2 mars au Théâtre du Vieux-Colombier. Mise en scène et scénographie, Tommy Miliot. Vous étiez là pour nous en parler. Et puis je cite quand même tous les comédiens avec vous, Klaina Clavaron, Gilles David, Alexandre Pavlov, Dominique Parent, Thierry Godard, Blanche Sautou, Aristéo Tordesillas et Charlotte Clamens ou Clamens. Clamens. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.